Une info, un message, un coup de cœur, retrouvez Manger Vrai sur Facebook. Pour ce 6e numéro de Culture Gourmande, notre invité est Bill François, biophysicien, naturaliste, mais aussi auteur. Il vient de publier un livre au titre évocateur, Le plus grand menu du monde, aux éditions Fayard. Et nul doute que la carte doit receler quelques belles surprises en matière de mets. Bonjour Bill François. Bonjour. Merci d'être en duplex depuis Paris avec nous. Avant de parler de votre livre, faisons juste un petit digest pour mieux vous connaître, Bill. Moi, je suis passionné par la nature depuis toujours, à la fois dans notre assiette et puis pour l'observer simplement, à la fois pêcher, plonger, se promener dans la nature, observer les oiseaux, les insectes, et essayer de mieux comprendre ce monde en tissant des liens avec les espèces qu'il y a autour de nous. Et c'est vrai que la cuisine est un formidable moyen de tisser des liens avec d'autres espèces, étant donné qu'on rencontre dans une simple recette de cuisine souvent plusieurs dizaines d'espèces différentes qui ont contribué à leur manière à participer à nos repas, à nos plats, à chaque fois qu'on cuisine. Et comme j'adore cuisiner et j'adore la nature, ça m'a paru logique un jour de partager un peu ces histoires et ces observations sous forme d'un livre, parce que par ailleurs j'adore écrire. Mais avec la sortie de ces histoires naturelles dans nos assiettes, vous êtes en plein dans l'actualité, Bill, puisque je veux parler du réchauffement climatique. Cela veut-il dire que nous sommes en train de détruire quelque part notre biodiversité qui constitue notre garde-manger? Absolument. Le réchauffement climatique, c'est plus que de l'actualité, c'est en permanence un problème, et beaucoup de gens voient ça comme un problème d'avenir, mais c'est en fait un problème dans le présent. On en subit déjà les conséquences aujourd'hui, et c'est pas parti pour s'améliorer. Donc c'est vrai que ça, au niveau de la biodiversité sauvage, c'est catastrophique, parce qu'il y a plein d'écosystèmes d'équilibre qui vont être et qui sont déjà complètement perturbés. Il faut imaginer, on peut comparer ça à notre corps. Hein. Notre corps, il est à 37 degrés. A priori, tous les accords les plus ambitieux en matière de limitation du réchauffement promettent éventuellement d'arriver à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Mais vous voyez, 37 degrés, 38 degrés et demi, on est déjà un peu fiévreux et carrément malade. Les écosystèmes, la planète serait malade comme à 38,5 degrés. Mais bon, ça c'est un scénario très optimiste a priori. C'est plutôt 3 degrés, donc 40. Donc là, vous voyez un peu l'état dans lequel on est. Et même probablement plutôt 4 ou 5 degrés de réchauffement à l'horizon 2050 ou 2100 ou plus tard. Donc 5 degrés de réchauffement, vous voyez, sur 38 degrés, 37 degrés comme température de base. Ça, je vous laisse imaginer un petit peu, ça fait des températures auxquelles on ne peut pas survivre. Et le deuxième problème qui est lié à ça, c'est que à côté de ça, on a la biodiversité domestique qui est en train de disparaître aussi. Comme avec l'industrie agroalimentaire, on essaye d'être le plus compétitif possible, les variétés les unes par rapport aux autres, on finit par ne plus consommer qu'une ou deux variétés et condamner à la disparition totale un très grand nombre de variétés qui pourtant seront sûrement super utiles le jour où le réchauffement climatique nous obligera en fait à cultiver des sortes différentes de plantes. Et si on a perdu les souches de blé qui étaient capables de survivre dans des températures très arides, on va se retrouver bien embêté. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle, puisque certains agriculteurs prévoient déjà de faire de la monoculture et une culture qui soit peu gourmande en eau. Vous dites que la tarte au citron nous révèle l'origine de la vie sur Terre. Ça, c'est surprenant. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ? Oui, j'ai voulu, dans les histoires que je raconte sur nos aliments, aller à chaque fois de plus en plus loin, parce que j'ai conçu ce livre comme un menu. Chaque chapitre, c'est un plat au menu, donc ça commence par les entrées, puis les plats, puis les desserts. Et j'ai voulu aller à chaque fois de plus en plus loin dans l'histoire de la vie et dans ce qu'un aliment peut nous raconter. Et donc, dans l'enquête sur l'origine de la vie, qui est une enquête que cherchent encore un petit peu à résoudre les scientifiques, c'est encore un petit peu un mystère, il faut chercher du côté de quelque chose qui est capable de rendre les
les molécules asymétriques, de rendre les composants du vivant asymétriques, de leur faire choisir un même côté du miroir. Ça a été un sujet de recherche assez long, assez important, et finalement on pense aujourd'hui que ce serait la lumière qui aurait fait ça. Voilà, donc en fait la vie viendrait d'un rayon lumineux qui aurait donné naissance à ce phénomène d'asymétrie qui ensuite aurait amené toutes les réactions qu'on connaît aujourd'hui et toutes les molécules qui composent le vivant. Alors, quand j'ai reçu votre livre, Bill, je me suis dit, oh là là, un physicien qui va me parler d'alimentation, ça va être barbant. Il va falloir que je le lise en diagonale pour pouvoir en parler. Et puis finalement, quand je me suis plongé dans votre livre, je me suis laissé emporter parce qu'on voyage pour remonter le temps. On se plonge dans ce livre sans avoir besoin vraiment de connaissances scientifiques. Finalement, on se laisse emporter par votre histoire, Bill. C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de faire toujours des histoires qui plaisent autant aux gens qui ont étudié la science et qui la connaissent qu'aux gens qui n'ont aucune connaissance scientifique au départ et qui sont juste curieux et qui ont envie d'en savoir plus. C'est véritablement la même démarche. Un cuisinier, il va chercher les meilleurs ingrédients et les meilleurs producteurs pour avoir des bons produits. Et ensuite, à partir de ces produits, il va construire des plats, donc en mariant des produits entre eux et en les travaillant. Là, c'est la même chose pour les histoires. Je suis allé chercher des histoires un petit peu cachées, un petit peu secrètes, un petit peu oubliées, un petit peu inconnues, dans des archives, dans des musées, dans des articles scientifiques de recherche récentes, etc. Et ensuite, je les travaille pour en faire un mélange qui plaise au lecteur et qui fasse une histoire divertissante. Manger vrai, parce que l'alimentation fait débat. Notre vie est faite de choix. Des choix naturels, des choix raisonnés. Et il y a le choix, celui qui vient du cœur. Aujourd'hui, pour notre alimentation, plus de 7000 agriculteurs et des millions de familles ont fait ce choix. Ils récoltent, produisent, distribuent, consomment des produits bleu blanc cœur. Car ils le savent, une agriculture engagée pour la santé de la terre et des animaux, ça donne des aliments bons pour tous. Bleu blanc cœur, le choix du cœur. Manger vrai, parce que l'alimentation fait débat. Dans les années à venir, justement, et face à cette situation mondiale qui se dégrade sur le plan notamment alimentaire, la nature serait-elle, à votre avis, en mesure de suppléer la population mondiale à trouver finalement à manger dans son assiette? Il faudrait croiser plein de points de vue d'experts sur cette question. Moi, personnellement, je pense que oui, absolument, et je pense que le problème pour la population mondiale, c'est pas la nature, c'est l'humain. Et même avec le réchauffement climatique qui va faire de gros problèmes, je pense que le souci principal, c'est les inégalités et la mauvaise gestion des ressources. C'est pas la ressource en elle-même pour l'instant. Alors, quand on sera 10 milliards et que les rendements agricoles se seront totalement effondrés du fait du réchauffement climatique, la situation sera encore plus compliquée et là, peut-être qu'on touchera à des limites vraiment au niveau de la nature. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on a quand même énormément de pays qui gâchent beaucoup plus que ce dont les pays qui manquent ont besoin. Et clairement, si on gérait mieux les ressources, on les partageait mieux entre les pays et entre les populations au sein des pays, il y aurait pas de problème de faim, à mon avis. C'est quelque chose qui, depuis l'invention du tracteur, ne devrait plus exister, la faim. Et c'est uniquement la corruption, la mauvaise gestion, les colonialismes et les invasions en tout genre qui font que ça existe encore aujourd'hui. Donc, je pense que par contre, avec le réchauffement climatique, on va vraiment avoir des problèmes naturels et c'est pour ça qu'il est urgent d'essayer d'abord de mieux gérer la distribution des ressources au niveau des humains, les problèmes humains sur lesquels on peut jouer facilement et évidemment essayer de limiter aussi le réchauffement au maximum. C'est un des personnages de mon livre principaux. C'est un Anglais qui, au 19e siècle, essayait de lutter contre la faim en essayant de trouver l'animal miracle qui nourrirait l'humanité. Donc, au 19e siècle, il y avait déjà des famines liées à l'écologie, notamment la fameuse famine d'Irlande qui est due à
un parasite des champs de pommes de terre. Donc c'est clairement une crise écologique avant tout. Et ce personnage, Frank Buckland, un naturaliste d'époque victorienne, s'était dit ce qu'il faudrait, c'est trouver un animal miracle parmi tous les animaux qu'il y a dans la nature. Il doit bien y en avoir, qu'on élèverait et qui produirait de la viande, du lait, du gras, etc. pour nourrir les humains et éradiquer la faim. Et donc, il croyait vraiment ça à l'époque, et beaucoup de gens y croyaient, puisqu'il y a des sociétés d'acclimatation qui ont été développées dans toute l'Europe pour essayer d'introduire des nouveaux animaux et les domestiquer, notamment des antilopes, des kangourous, etc. Et donc, ils ont essayé, ils ont goûté plein d'animaux, ça a eu des tas de péripéties très étonnantes. C'est comme ça qu'il y a des écureuils maintenant dans les jardins à Londres, parce qu'au départ, ils étaient élevés dans ce projet pour essayer de les bouffer, et puis ils se sont échappés. Donc ça a eu plein de péripéties, mais finalement, le Frank Buckland, le fondateur, il s'est rendu à l'évidence. Le problème, c'est plus l'appauvrissement des ressources naturelles avant tout. Et il a fini sa vie en étant un des tout premiers écolos finalement. Il en est venu à essayer avant tout de protéger les écosystèmes, et notamment les écosystèmes marins, et d'essayer de sauver les populations de saumons et de poissons de mer dans les côtes d'Angleterre, parce qu'il avait bien vu que ça, par contre, il y avait un gros potentiel pour nourrir l'humanité, mais que c'était en train d'être complètement détruit, et que les saumons qui nourrissaient l'humanité depuis des siècles étaient en train de disparaître. Donc finalement, le progrès technique, c'est une bonne chose, mais si on protège pas en amont toute la biodiversité, ça sert à rien. Alors vous êtes quelque part, en vous écoutant, un lanceur d'alerte. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Ça, c'est une très bonne question, parce que j'oscille entre les deux, entre beaucoup d'optimisme et beaucoup de pessimisme. Il y a un philosophe, Alain, qui disait le pessimisme, c'est une humeur, et l'optimisme, c'est une volonté. Et je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire que le pessimisme, c'est ce qu'on ressent malgré soi quand on voit tout ce qui se passe, toutes les catastrophes. Et c'est vrai que quand on voit, moi, je fais beaucoup de pêche en mer notamment, et en eau douce aussi. D'ailleurs, on voit que la sécheresse, le réchauffement climatique, la surpêche en mer, ça détruit les écosystèmes, que c'est un effondrement total, et que c'est pas dans l'avenir, c'est dans le présent que ça se passe. Donc là, forcément, on peut être que pessimiste pour l'avenir, d'humeur, mais de volonté. On peut voir aussi qu'il y a beaucoup d'espoir, de possibilités si on faisait des efforts. Je dis bien si on faisait, parce qu'actuellement il n'y en a pas d'efforts. On peut dire ce qu'on veut. Ils ont recruté 3 chercheurs cette année en écologie au CNRS. 3 chercheurs. Si Zelensky, le jour où la Russie avait envahi l'Ukraine, il avait dit ah bah non, mais nous on a des budgets à tenir, on recrute 3 soldats. Il n'en serait pas là où il est aujourd'hui. C'est clair, donc, c'est clair, ouais. Il n'y a aucun effort, mais dès qu'il y en a un tout petit peu, ça marche. Donc ça, par contre, là-dessus, je suis optimiste. Ça, je le vois. Donc, dès qu'on fait le moindre petit effort d'imposer des réglementations, des quotas, on arrive à s'en sortir, et l'être humain arrive quand même à inventer des choses formidables. En tout cas, merci Bill d'avoir été notre invité. Alors, je rappelle, vous venez de sortir Le plus grand menu du monde aux éditions Fayard, avec une préface signée de Guy Savoy. Petite question, il a été facile à convaincre Guy Savoy pour préfacer votre livre? Guy Savoy, en fait, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune lycéen, de le contacter, parce que j'avais eu la chance de déjeuner dans son restaurant, qui était rue Troyon à l'époque, dans le 17e. Maintenant, ça a changé de quartier. C'est dans un magnifique hôtel de la Monnaie avec vue sur Seine. Et donc, à l'époque, j'avais été émerveillé par ce restaurant et tout cet univers absolument fabuleux. Quand on est jeune et qu'on a la chance de voir un truc comme ça, c'est un rêve, quoi. C'est mieux que Disneyland. Et donc, je lui ai écrit, parce que je m'étais dit que j'aurais aimé visiter cette cuisine et découvrir. Et il m'a invité à passer un été dans sa cuisine, à faire un stage, en fait. Et donc, quand naturellement j'ai écrit un livre qui allait avec ce domaine, en lien avec la cuisine, la gastronomie, tout ça, je lui ai à nouveau écrit, et il n'a pas été difficile à convaincre. Non, il était tout de suite partant. Il aime bien les livres et les sujets qui mêlent la cuisine et d'autres univers. Là, il vient de sortir toute une série de livres sur la cuisine et les écrivains des différentes époques en France.
Donc il aime bien ce genre de choses. Je confirme, on a eu l'occasion de le rencontrer, j'ai eu l'occasion de filmer dans ses cuisines. C'est un être merveilleux, Guy Savoie. Ah, je voulais juste, revenir un petit peu, mais en 2 mots. Vous avez écrit L'éloquence de la sardine, c'était chez Fayard en 2019. Alors c'est un livre qui dépeint la vie secrète du monde sous-marin. Et puis surtout, il a été traduit en 17 langues. C'est un petit peu le vœu pour ce livre qui sort ? Ah bah oui, si, si je peux faire un vœu, effectivement, au sujet de ce livre, oui, parce que ça ouvre plein d'horizons différents, c'est un échange fascinant. Il n'y a pas que l'aspect commercial, mais vraiment l'aspect humain est super quand on fait traduire un livre, parce qu'on on fait voyager son livre et donc on le confronte à différentes visions du monde. Et rien que pour les poissons, effectivement, sur le livre précédent qui était sur le monde marin, où je parlais un peu de cuisine, d'ailleurs ça m'a un petit peu inspiré pour le plus grand menu du monde, mais c'était surtout sur la nature, la plongée, les poissons. Et rien que ça, on voit que différents pays ont des cultures totalement différentes vis-à-vis des poissons. Et les Polonais m'ont même demandé de faire un chapitre sur les carpes parce qu'ils trouvaient inconcevable qu'on parle des poissons sans parler de la carpe, alors que chez nous, la carpe, c'est quand même plus très connu aujourd'hui. Donc les Belges m'ont demandé un éloge de la croquette de crevettes. Donc c'est absolument fascinant comme d'adapter un livre et de le faire voyager. Donc oui, si effectivement j'adorerais que celui-ci soit à son tour et à son tour la chance de voyager. Alors je suis conscient que c'est un petit miracle et que c'est toujours très rare d'avoir des traductions, mais pourquoi si on peut espérer, ce serait beau. Voilà. Allez, on croise les doigts en tout cas. Ce podcast est à retrouver sur les plateformes audio comme Spotify, Google Podcast ou encore Radio Public. En tout cas, merci Bill. On aura certainement l'occasion de reparler de tout cela ensemble et pourquoi pas de cuisiner ensemble. Avec grand plaisir. J'espère que ce serait beau. Cuisiner ensemble. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro de Culture Gourmande très rapidement. Merci à vous. Merci. Une info, un message, un coup de cœur, retrouvez Manger Vrai sur Facebook.